Bonsoir, vous nous regardez depuis Abidjan, depuis Conakry, Lomé, partout dans le continent africain. Vous faites bien parce que vous êtes justement dans la grand-messe du sport business, du management et de l'économie du sport partout dans le continent. Et c'est avec le même plaisir que mon équipe de gladiateurs vous retrouve. On se prend tout de suite, juste après la transition. Aujourd'hui, ils sont trois. Et justement, ils vont parler encore aujourd'hui de l'économie, de la finance, du management, du marketing, du sport. C'est, vous le savez, aujourd'hui, c'est la première et d'ailleurs la seule émission dans tout le continent africain qui traite justement de ces questions-là afin de justement montrer l'impact du sport dans le développement des pays africains. Et aujourd'hui, ils sont trois, je l'ai déjà dit, et on commence par, non pas le bleu, mais le moins bleu, le plus bleu. Non, il est plus bleu, bien sûr. Il s'appelle Yves Seke. Pour rappeler, Yves, que tu es donc le CEO du cabinet CFP, qui est donc conseil, finance, personnel. Voilà, tout à fait. Et également, tu es ce que j'appelle, tu n'aimes pas quand je le dis, moi j'aime le dire, tu es un consultant justement et un expert en finance. Et nous, dans le club, on est en train de te transformer en financier du sport. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, quand tu fais partie de Sport Business Quad, tu fais partie désormais de la famille et bienvenue. Merci Franck. Et tu sais, de façon générale, comme je le dis toujours, l'économie du sport s'est inspirée de l'économie en général. Tout à fait. Et la même structure, ce sont les mêmes canons. Ouais. Du coup, c'est un peu plus facile pour moi de m'exprimer. Tout à fait. Donc, tu seras donc le financier. Enfin, tu l'es même déjà d'ailleurs, le financier du sport business au Cameroun. Et à côté de toi, il y a quelqu'un qui était déjà aux États-Unis. Il est au Cameroun aussi. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Il s'appelle Pierre Toukoulou. Affectueusement, vous allez le constater. Nous, ici, on l'appelle Tatou. Salut Tatou, comment tu vas? Salut Franck Gislin. Je rappelle que tu es donc le CEO de l'agence Tattoo Vibes Sport Entertainment et ça se passe plutôt bien pour toi depuis un certain moment. Tu vois, on voit tu prends davantage du volume, ça veut dire que tout va bien. Non, mais ça va. Comment était la semaine? Non, elle était assez complexe, beaucoup de challenges, beaucoup de boulot, surtout que nous sommes en train de travailler pour préparer la Coupe du Monde féminine en France. Nous travaillons aussi pour le prochain match des Lions au Cameroun. Il y a pas mal il y a la Ligue féminine qui a commencé. Tout à fait. Donc, hier. Donc, il y a le football jeune qui va commencer bientôt. Donc, on essaye quand même de se positionner. Il y a des challenges. Il y a des challenges. Voilà, ça va. C'était trop busy, mais bon. On s'en est sorti. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de me coiffer. moi non plus d'ailleurs. Salut à toi Francis. Tu es également avec nous. On rappelle que tu es donc le CEO de l'agence Six Sport Marketing and Advertising. Et justement, moi, je livre en exclusivité. Tu sais, Sport Business, une émission d'exclusivité. Tu nous prépares un joli bébé qui va s'appeler Sport Business Inside, qui sera donc justement la revue justement du sport business en Afrique. C'est une première également. Et on te félicite. Et puis, venant, tu vas nous en parler. Oui, bonsoir déjà à tous nos fidèles abonnés désormais. Tous les dimanches, en après-midi, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre, c'est une bonne chose. Déjà que vous êtes des sportifs, nous sommes des sportifs, du coup, on ne vous discute avec personne. Soit dit maintenant, pour revenir sur Sport Business Inside, effectivement, nous travaillons pour le lancement très prochain, courant début avril, fin du mois de mars, pour officiellement lancer Sport Business Inside, qui est notre nouveau produit. Qu'est-ce qu'il en ressort? Nous, on va se spécialiser sur le traitement des informations à caractère économique, à data mining, data management économique, sur tout ce qui est sport business en Afrique et dans le monde. Après, nous pensons que l'Afrique aujourd'hui a forcément besoin de ce type de produit. Et comme je le dis, nous ne sommes pas un journal, nous sommes un outil d'aide à la prise de décision. Tout à fait, un outil stratégique. Nous mettons un ensemble de données, un ensemble d'informations
dont la pertinence peut être approuvée par les managers, par des leaders du sport en Afrique, je pense que ça sera une très bonne chose. Nous allons traiter des sujets de gouvernance, de finances, de marketing, des études de marché. Chez nous, par orgueil, nous pensons que l'Afrique, c'est l'avenir du sport de demain, c'est l'avenir du sport mondial, le football plus précisément. Donc je pense que arriver à ce niveau, l'Afrique ne mérite plus que d'autres parlent en son nom. C'est à nous, Africains, d'outiller nos managers, c'est à nous de donner le visage qu'on veut donner à notre Afrique et à notre sport et à notre économie. Donc c'est un peu dans le positionnement qui est sur le Sport Business Insight. Tout à fait. Parlant justement de sport business et surtout de ce qu'il y a eu, il faut rappeler que cette semaine justement il y a une floraison d'activités justement et d'actualités dans le domaine du sport business, notamment le concept qui a été lancé par la Liga au Cameroun, la Liga Ciné, et à côté vous avez également cette convention, attention, de signature entre la CAF, l'Union africaine, et la FIFA. Et puis on parlera également de cette discipline qui commence déjà à prendre du volume au Cameroun, le beach volley, qui peut-être mériterait une meilleure exposition marketing. Eh bien il faut dire que on a quelqu'un justement au sein de Sport Business Squad. Merci beaucoup pour le concept Sport Business Insight. Yolène Etouké qui a donc compilé toutes ces informations pour nous dans le cadre justement de ce qu'elle nous a appelé le Sport Business News. On se prend et puis on prend ça et puis on se reprend juste après. Ce n'est pas un spectacle humoristique, pourtant le rire est au rendez-vous. Samedi 2 mars dernier, la salle Canal Olympia de Bessengue à Douala a été le théâtre de la projection du meilleur film du championnat espagnol, le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour le Classico, nous avons fait une session de la Liga Ciné. La première session de la Liga Ciné au Cameroun, qui ne va pas être la dernière bien sûr. La Liga a connu beaucoup de joueurs camerounais comme on a eu Samuel Eto'o FC Barcelone, on a eu Idriss Carlos Kameni espagnol de Barcelone, aujourd'hui on a Karto Kekambi qui est à Villarreal, Alain Nyom qui est à Leganés, Fabrice Kaptoum qui est au Real Betis, Kevin Sonny qui est à Girona. Donc il y a beaucoup de talents camerounais qui sont passés par la Liga et pour nous c'est vraiment un plaisir d'être présent ici, de se rapprocher de nos fans du Cameroun. La diffusion des top matchs sur grand écran pour faire vibrer les fans, mais aussi se rapprocher d'eux un peu plus. Une stratégie de sponsoring international que la Liga a mise sur pied il y a 2 ans. À ce jour, elle compte plus de 30 accords signés avec des associations, des ligues, des gouvernements, dont celui du Cameroun. Pour nous, le Cameroun, c'est un pays très important. C'est pour cela que nous sommes aussi très présents ici. Vu la culture et l'histoire footballistique de ce pays, et aussi en parlant des Coupes d'Afrique des Nations, deuxième pays d'Afrique avec plus de CAN, 5 CAN juste après l'Égypte, pour nous c'est déjà une motivation plus que parfaite d'être présent ici au Cameroun. Aujourd'hui, les marques dans le sport veulent s'internationaliser pour augmenter leur audience partout dans le monde. C'est pourquoi elles développent de nombreuses opérations vis-à-vis des fans dans le monde entier. Une stratégie qui passe également par des activités de responsabilité sociale. C'est la seule ligue au monde qui a un championnat pour des personnes avec déficience intellectuelle. Ici au Cameroun, plus précisément au sud du pays, à Mintoum, l'année passée en juillet, nous avons organisé un tournoi chez les Baka et les Bantous, championnat Baka sans alcool, avec un but très clair pour pouvoir sensibiliser la population sur l'excès de consommation d'alcool. Les participants sont bien amusés, ils ont appris, le message a été transmis. Et nous espérons refaire quelque chose ou la même chose cette année avec la collaboration de la Fondation Zerga et Lejos et la Fondation La Liga. Parce que nous pensons que le football, c'est aussi un véhicule social énorme qui peut aider à transmettre des messages positifs. D'un accord à un autre, on passe au protocole d'accord historique signé en février dernier entre la Fédération internationale de football association FIFA, la Confédération africaine de football CAF et l'Union africaine UA. Signé par le président de la FIFA Gianni Infantino, le président de la commission de l'UA Moussa Faki et le président de la CAF Ahmad Ahmad.
Ce protocole d'accord verra la FIFA, l'UEA et la CAF appliquer des stratégies et programmes communs axés sur l'éducation par le football, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ainsi que la sûreté et la sécurité lors des matchs de football. La FIFA a alloué un budget de 100 millions de dollars au programme Football for School au cours du prochain cycle de 4 ans et des projets pilotes vont bientôt démarrer en Mauritanie, au Botswana et au Rwanda. En outre, des actions conjointes sont envisagées pour promouvoir la bonne gouvernance parmi les associations membres de la FIFA dans la région de l'UEA, avec des principes essentiels tels que la démocratie, l'égalité des sexes, l'implication des parties prenantes, la transparence, la responsabilité, la solidarité ou encore l'équilibre des pouvoirs. Dans le reste de l'actualité sportive, on parle toujours de ballon, mais cette fois joué dans les airs. Les paires masculines Manga Wona, Penda Hans et féminines Lémi Vanessa et Seine-Marie Joséphine, représentant le Cameroun aux éliminatoires zone 4 du championnat d'Afrique des Nations de beach volley des moins de 21 ans, ont obtenu leur ticket de qualification pour la phase finale de la compétition à l'issue du tournoi disputé le week-end dernier à Brazzaville. Le beach volley est classé parmi les sports mineurs au Cameroun. Pourtant, compte tenu de ses ressources en termes d'athlètes, le pays est capable d'exprimer son potentiel en compétition et tirer profit maximum de la pratique de ce sport. Fort est de constater que le niveau de professionnalisation, de performance et de médiatisation de la pratique du beach volley au Cameroun est presque muet. Une position qui fragilise le domaine dans sa recherche de sponsoring, l'insuffisance du personnel technique qualifié encore actif dans le domaine du beach volley ne facilite pas l'animation à la base et la promotion d'une élite compétitive. Le sponsoring, malgré un marché africain que l'on dit évident, estimé à 400 millions de dollars US, dont 80% en Afrique du Sud, n'offre pas encore les ressources attendues en raison de la faible capacité de la Confédération africaine de volleyball à en saisir les opportunités, mais également en raison des structures du marché. Les multinationales présentes sur le continent préfèrent souvent investir dans des événements mondiaux comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, tandis que les entreprises africaines, privées ou nationales, longtemps habituées à des situations de monopole, n'ont pas encore su intégrer dans leur culture d'entreprise une politique de marketing audacieuse. Merci à toi Yolène Etouké pour ce gros flash justement d'informations de sport business. Ça fait vraiment plaisir les gars. Hablaremos actualmente de la Liga Española. Sé que no es fácil para vosotros de comprender ce qui se passe actuellement, mais il est question justement pour nous de comprendre pourquoi est-ce que la Liga, le plus grand championnat du monde, s'intéresse autant à l'Afrique. Je sais pas, je vais commencer peut-être par toi Yannick. Qu'est-ce qui peut justifier justement cette forte présence de la Liga en Afrique, tel qu'on vient de le voir tout à l'heure avec le projet La Liga Ciné? Oui, je pense que aujourd'hui, j'ai fait encore référence à ce grand symposium qui a été organisé, enfin qui se tient chaque année du côté de la France, à savoir le Sportem. Le Sportem l'année passée a mis un accent sur des thématiques comme l'internationalisation de la marque sportive. Donc de ce point de vue là, aujourd'hui, il est intéressant de constater que de plus en plus de clubs s'érigent aujourd'hui en marque et empreinte multinationale de tout ce qui est comme innovation dans la stratégie, dans le développement. C'est dans ce sens qu'on peut pas être surpris de constater que la Première Ligue, la Liga ou la Ligue 1 conformément en France ont des filiales partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis. L'année dernière, il y a quelques années, je pense que Lyon a ouvert un bureau du côté de la Chine. Ça s'explique. Bon, maintenant, pour revenir sur la Liga, l'explication peut être économique, même si je pense que c'est pas l'argument marketing qui est sur de la Liga, mais en tant que quelqu'un du marketing, je peux être capable de pouvoir analyser au-delà du discours qui peut être celui de la Liga. Quand vous regardez les recettes aujourd'hui de la Liga en termes de droits télé, plus de la moitié
des recettes en droit audiovisuel proviennent de ce qui peut être considéré comme des recettes offshore, c'est-à-dire que le territoire espagnol aujourd'hui ne peut pas soutenir la croissance de la Liga, c'est pas possible en termes d'exigence. Si on regarde un peu, on compare par rapport à ce que les Espagnols paient en termes de droits télé, la recette de billetterie et tout le merchandising du territoire espagnol, on les met à côté des salaires costauds comme qui peuvent être ceux du FC Barcelone ou du Real de Madrid. On comprendra que s'il faut simplement se focaliser sur le marché espagnol, la Liga tournera en perte. Maintenant, il faut développer l'attractivité dans le monde pour pouvoir être capable aussi de commercialiser les droits de partout dans le monde, principalement en Afrique. C'est dans ce cadre-là que je pense qu'on peut inscrire la démarche de la Liga. De la Liga. Alors Tatou, dis-moi le concept la Liga Ciné. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce ne serait pas justement des innovations comme celle-là justement qu'il faudrait peut-être à un certain moment copier entre guillemets en Afrique pour justement, parce qu'aujourd'hui le football est un sport d'innovation. Qu'est-ce que tu en penses? La Liga Ciné, pour moi, c'est, je dirais, je peux me tromper, mais je dirais c'est une transposition des fan zones autour des stades quand il y a les grandes compétitions. C'est-à-dire on rassemble un groupe de personnes ensemble, parce que vous savez, le football, ils disent que le football véhicule de l'émotion. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas regarder le football en particulier, mais le sport en général, sans émotion. C'est-à-dire qu'il faut être émotif. Et quand vous êtes émotif, il faut communiquer avec les gens. Donc, il est clair que si vous rassemblez, c'est pour ça que les stades sont pleins. Mais si vous rassemblez les gens devant un écran géant pour pouvoir visionner un match, ça rehausse encore la qualité du spectacle. Bon, maintenant, moi je pense que la Liga Ciné, c'est une très belle initiative. C'est une initiative à louer, c'est une initiative à pérenniser. Parce que aujourd'hui, comme Yannick l'a dit, la Liga aujourd'hui, l'Espagne ne peut pas répondre aux exigences de la Liga actuellement sur le plan financier, sur le plan marketing. Donc il faut exporter la marque et le Cameroun, qui est un grand pays de football, je pense que les délégués de la Liga au Cameroun et l'agence Sixports savent ce qu'ils sont en train de faire. De manigancer. Et je pense que c'est une très belle initiative. Ouais, moi, franchement, je les félicite vraiment. Ouais, dis-moi, Yves, est-ce qu'on pourrait justement voir au travers d'événements comme cela un certain impact économique, tant pour la Liga de manière globale et même pour la représentation camerounaise? Est-ce qu'on pourrait derrière penser quand même un certain business model? Je vais commencer par la Liga. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comment le dire, en parlant de rentabilité sportive. Tout à fait. De rentabilité sportive, si, étant ici à Business Squad, il y a des gens qui nous regardent, et parce qu'ils nous regardent, on gagne de l'argent. Je pense que c'est un modèle économique vraiment imparable. Tout à fait. Maintenant, du point de vue du pays qui promeut un peu ce modèle-là, il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'inconvénient le plus logique, c'est celui, par exemple, des snack bars et des bars. Auxquels tous les téléspectateurs allaient souvent regarder justement ces matchs. Maintenant, ils seront vides parce qu'ils seront dans une salle de cinéma. Donc, l'économie du pays va un peu se voir voilà, diminuer. Et si les promoteurs et les investisseurs, rien ne nous garantit que 75% de l'argent gagné va être réinvesti au pays, par exemple. Donc, c'est vraiment une fuite de capitaux. Oui, Yannick. Déjà, pour juste une petite précision, la Liga Ciné, pour l'édition de la première édition de Douala Bessengue, était entièrement offerte. C'est-à-dire entre la Liga et... Mais justement, c'est ça que je demandais tout à l'heure. Est-ce que derrière... Maintenant, la question des business models devrait se poser quand on sait qu'en fait... quand on parle de diffusion, que ce soit en salle ou outdoor, ça nécessite une certaine logistique. Maintenant, est-ce que le budget de développement de la Liga est capable de pouvoir soutenir ce type d'investissement de partout dans le monde? Parce qu'il faut comprendre que la Liga Ciné, pour le cas du Classico, c'est fait partout
où la Liga est représentée dans le monde. Donc, on a dupliqué ça. Ce qu'il faut aussi comprendre... On parle de 30 pays dans le monde. Enfin, 30 représentations. 49 représentations. En Afrique. En Afrique, il doit en avoir 8 ou 9 délégués, mais qui couvrent les 54 fédérations affiliées à la CAF. Je vois que la représentation du Cameroun couvre également la Guinée équatoriale et le Congo. La zone se marque. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que les ligues comme celle du Cameroun devraient s'inspirer de ce type de modèle. Tout à fait. Quand on fait du football, c'est ce qu'on pense, le divertissement. Tout à fait. Il faut être capable de pouvoir analyser son marché et identifier la concurrence de façon plus large. C'est-à-dire qu'un match de football qui est diffusé, sa concurrence c'est qui? C'est Telenovelas, c'est un concert de musique, c'est Netflix, c'est des supports comme ça qui diffusent un autre type de divertissement. Maintenant, quand la Liga lance la Liga Ciné, c'est pour s'attaquer justement à la concurrence indoor. Tout à fait. Ok, d'accord, aux mêmes heures, une salle de cinéma pourra avoir le choix entre présenter un film en avant-première, peut-être une série hollywoodienne ou bien encore Hollywood, et avoir la Liga. Maintenant, le simple fait d'être présent sur ce marché-là, sur le marché indoor, pour moi, c'est encore un avantage concurrentiel. Je pense énorme. Je pense que les ligues en Afrique pourraient s'en inspirer. C'est-à-dire que si on regarde, si on revient au Cameroun, on se dit qu'il y a un grand match qui va se jouer à Bamboutos, je ne sais pas dans quel stade, et qu'on se pense que à l'ouest par exemple, il y a un public qui ne pourrait pas faire le déplacement et qui est un broadcaster au Cameroun qui paie de la CRTV au canal 2. Ok, on peut regrouper au HTV par exemple, on peut regrouper tous les fans de Bamboutos ou du canon de cette région-là dans une salle et leur faire vivre le match dans les conditions cinématographiques. Je pense que c'est encore un marché qui est très ouvert pour cela. J'aimerais préciser. 2 secondes parce que justement on a encore 2 gros sujets d'actualité justement qu'on doit évoquer, les gars. Oui, j'aimerais préciser parce qu'il ne faut pas qu'on s'écarte. Tout à fait. Allo Ciné, vous allez mettre le nom qu'il faut mettre, moi j'appelle ça des noms de décoration. C'est des extensions de structures sportives. Tout à fait. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, quand on me dit que ça a été offert, on ne vient pas dire à un financier que le conseil gratuit est gratuit. Non, moi, moi on ne me la fait pas. Ce n'est pas au financier qu'on l'offre, on l'offre aux fans qui ont... Non, il précise quand même que derrière, il y a peut-être un enjeu financier qui peut être... Qui peut justement donc le fait qu'on ait offert ne dit pas qu'on va l'offrir tout le temps. Si on l'offre tout le temps, oui, là-bas c'est autre chose. Mais moi, je suis persuadé que Allo Ciné, c'est parce qu'on voudrait que les gens payent des tickets pour consommer. Tout à fait. Peut-être on aura l'occasion justement de rediscuter justement de la Liga, parce qu'il faut dire quand même on a l'avantage d'avoir au Cameroun un délégué de la Liga. Il expliquait encore dernièrement, il s'agit de Trésor Penkou qui couvre donc, je le disais tout à l'heure, la Guinée équatoriale et le Congo, et on dit hola ti Trésor, esperamos que la próxima vez seramos conjuntos. Alors nous on va laisser la Liga 2 secondes, peut-être on en parlera lors de nos prochaines éditions. On va donc sur ce deuxième sujet d'actualité qui évoquait déjà tout à l'heure la belle Yolène Etouké, et donc on a justement ce partenariat, pour rester dans le football, ce partenariat entre l'UA, la FIFA et la CAF. Il faut dire que c'est un accord inédit. On a très peu vu ce type d'accord entre une entité politique et des entités sportives. Les gars, moi, Tatou, qu'est-ce qui peut justement justifier déjà cette collaboration-là entre ces 3 entités supra-étatiques, mais sportives et politiques? Ben en fait, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on ne saurait dissocier le sport de la politique. Ça, c'est même si la charte olympique quand même veut qu'on le fasse. Oui, mais si les politiques ne mettent pas, je prends un exemple, prenons un exemple très banal. Le championnat camerounais Ligue 1, Ligue 2 se joue au Cameroun en ce moment, pendant qu'on connaît les turbulences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et les matchs s'y jouent. Et quand les équipes s'y rendent, les pouvoirs publics mettent sur pied des escortes. Tout à fait. Vous comprenez, les pouvoirs publics mettent sur pied des infrastructures. Donc, mettent à disposition les stades. Tout à fait. Donc, et c'est le politique. Donc, on ne veut pas dissocier en fait à ce stade-ci l'évolution ou l'émergence du sport en Afrique et dire aux politiques non, tenez voir l'écart. Donc je pense que si la FIFA, la CAF signe un partenariat avec
la carte 5 avec l'UA, c'est pour promouvoir c'est-à-dire promouvoir le sport, le football, mais aussi pour pouvoir barrer la route à tout ce qui est fraude, à tout ce qui est illégalité, à tout ce qui est... On parle de gouvernance, on parle de lutte contre la corruption. Justement. Et surtout d'éducation à travers justement le projet Yves qui a été lancé, qui va coûter 100 millions de dollars à la FIFA sur 4 ans, qu'ils ont appelé le projet Football at School. Et justement, quel peut être l'impact justement en termes du point de vue économique, l'impact d'un projet comme celui-là pour les États africains, il faut quand même le dire. 100 millions sur 4 ans, c'est pas rien, quoi. Il faut rester judicieux parce que ça reste toujours des projets gagnant-gagnant. Ouais. Ou si toi tu ne sais pas tirer ton épingle du jeu, ça devient compliqué. Donc moi je mets toujours l'accent sur un réel et profond transfert de technologie parce que il faut tirer quelque chose de ça. Transfert de technologie. Dans le sens où il faut capter le savoir-faire également. C'est dans le même sens. Il faut capter le modèle de performance, ou un modèle de processus performant qui nous mène vers une bonne professionnalisation, qui nous mène vers une bonne reconnaissance, et ensuite pour basculer dans la valorisation. Alors, toi, Yannick, du point de vue géostratégique, est-ce que là, Ahmad ne vient pas de marquer un autre but quand même, justement dans l'optique, parce qu'il avait clairement mentionné, il veut les réformes, il faudrait que la CAF justement se mette à l'école du développement durable. Et là, on a l'impression quand même qu'il vient de marquer un but. Je voulais parler du partenariat FIFA-CAF-UA simplement pour commenter les émotions, l'état d'esprit d'Ahmed. Ça sera un peu ignorer ce qui est... Quand je dis Ahmed, c'est l'équipe managériale justement de la CAF. C'est seulement ignorer toute la grande mission qui est celle du football. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, le sport, de façon générale, est un grand vecteur de messages. Il faut que le politique comprenne ce que les marques ont compris. Si on veut envoyer des messages qui soient commerciaux, ou ça peut être des savoir-faire, des savoir-être, le sport a cette capacité-là. Maintenant, précisément en Afrique, le sport a une dimension qui est au-delà de la simple pratique sportive dans la mesure où, je vais dire quoi, une dimension au-dessus du ludique, au-dessus du divertissement. À travers ces stars, par exemple, il y a des messages de paix, d'éducation, de performance, comme le modèle le dit maintenant. Il faut simplement que ce qui est intéressant avec l'UA, c'est que on a compris qu'avec l'UA, avec le football, on peut atteindre très facilement un type de public dont les jeunes. Il faut comprendre qu'en Afrique principalement, la population est essentiellement jeune. Donc, des problèmes d'éducation sont des enjeux prioritaires. Dans ce sens, le football a cette mission de défendre un certain nombre d'idées saines, dont lutte contre la corruption, meilleure gouvernance, l'éducation. Quand on regarde simplement la fascination dont les stades du football peuvent faire l'objet, ils représentent en eux-mêmes un modèle de réussite sociale qui est inspirant pour une certaine jeunesse qui soit défavorisée, qui soit en crise. Je me souviens encore de cette belle phrase de Samuel Eto'o-Fils lorsqu'il signait son contrat à Makashkala. Il expliquait qu'il ne le fait pas pour de l'argent, il le fait simplement pour envoyer un type de message à la jeunesse africaine, notamment rêver grand. Tout à fait. Par exemple, je pense qu'il y a cette formule a été plusieurs fois reprise par des start-upers, par des enfants de diverses sensibilités. Tout à fait. Donc, dans ce sens, le sport a une autre dimension qui est plus importante. Peut-être en Occident, on parle du business, mais en Afrique, le football a une mission sociale, une mission sociétale même, une mission éducative. Éducative, tout à fait. Dans le sens que quand on organise un événement de football comme la CAN, par exemple, c'est tous les pays qui y vont, c'est des migrations, et il y a des enjeux qui sont plus politiques, plus diplomatiques que sportifs. Donc, en ce sens, un partenariat entre le football qui a un pouvoir de persuasion, un pouvoir de diffusion assez énorme, et l'Union africaine qui a une mission non seulement d'assurer le destin panafricaniste,
faire cohabiter les pays. Je pense que le sport, et notamment le football, il ne peut pas avoir meilleur vecteur, il ne peut pas avoir meilleur driver que ce sport-là. Donc je pense que le partenariat entre le sport, entre le football, la FIFA et l'Union africaine a une mission, je peux dire triple. Elle est économique dans la mesure où si on regarde, on peut faire des études. Les stars du football représentent non seulement des modèles de réussite, mais ils ont une grande capacité d'investissement. Donc dans ce sens, il y a un besoin économique qu'on veut résoudre. Donc je pense que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait salutaire pour ce type de partenariat. Alors ressortons justement de ce cahier de l'actualité par une autre actualité qu'on a évoquée, que Yolène Etouké évoquait tout à l'heure. Il s'agit justement du beach volley. Il faut dire qu'on en avait déjà parlé une ou deux fois sur ce plateau. Et le Cameroun aujourd'hui est qualifié pour la CAN de la compétition. On remarque à partir de ce moment qu'il y a justement matière à pouvoir se dire, ça, du point de vue marketing et même du point de vue managérial, c'est une discipline qu'on peut valoriser, Tatou. Mais en Afrique, ça traîne, comme le démontrait tout à l'heure Yolène. Parce que justement en Afrique, il y a... Vous savez, quand on parle de beach volley, on parle plus de plage. Ouais. Donc, même s'il faut dire que c'est un sport qui a la capacité de pouvoir ramener la plage dans les cités. Oui, quand on parle de beach volley, quand quelqu'un entend beach volley, il pense uniquement à la plage. Ouais. Donc, il faudrait une communication assez poussée pour amener les Camerounais et les Africains en général à comprendre que non, le beach volley c'est un club, c'est un sport qui peut être fait loin des plages aussi. Tout à fait. Donc parce que le citoyen lambda lui pense directement à la plage. Donc s'il n'y a pas de plage à Yaoundé, il n'est pas intéressé par le beach volley. Pourtant, il faudrait que les institutions qui gèrent justement le volley, le volleyball, puissent communiquer et dire ok, nous on va faire une compétition par exemple en plein poste central pour que les Camerounais comprennent que non, le beach volley peut se jouer aussi à la poste centrale. Donc en fait le beach volley souffre comme beaucoup de sports entre guillemets mineurs, de manque de visibilité, de manque de moyens. Mais je pense que le président Serge Abouem et son équipe sont en train de faire un travail assez intéressant et mais j'insiste sur la communication. J'insiste sur le fait de je ne vais pas dire de formater le cerveau, mais laver cette image-là, comme quoi le beach ne se fait que dans les plages. Tout à fait. Donc, mais c'est un sport, c'est très beau. Et quand les Camerounais verront, et vous allez voir, quand les Camerounais, les Africains s'apercevront que le beach volley a quelque chose de sensuel, de sexy, vous allez voir. Et comme on aime trop ce qui est sexy au Cameroun, en Afrique. Soyons quand même honnêtes de reconnaître qu'elles sont plutôt jolies. On a vu les images tout à l'heure que nous montrait. Peut-être nous proposera encore je ne veux pas comprendre ce que j'ai pensé. Non. C'est à quoi j'ai pensé à ce moment-là. C'est vraiment ça, la valeur du sport. Mais il faut dire quand même que la FECA Volley, justement, dans son projet qu'ils ont appelé la refondation, justement, a commencé à construire les stades de volley à Wayé, à Bafoussam, qui ne sont pas forcément des villes balnéaires. Et à Salah. À Salah, c'est plutôt le volleyball, le street volleyball. Mais je veux dire, en ce qui concerne le beach volley, c'est essentiellement justement donc un stade du côté d'Hawaï, un stade du côté de Bafoussam, qui ne sont pas, je le disais encore tout à l'heure, des villes balnéaires. Est-ce que ce n'est pas également ça le véritable secret même de la promotion et de la valorisation de ce sport? Je pense que aujourd'hui, la question des territorialités ou des typologies de sport est déjà un peu obsolète. Je pense que dans le football aujourd'hui, on voit des transpositions de techniques inspirées du tennis pour arriver au tennis ballon, qui était au départ un exercice qui avait pour objectif d'aider les joueurs à mieux manier le ballon. Aujourd'hui, il est devenu une discipline à part entière. C'est-à-dire qu'on peut jouer au football aujourd'hui avec des règles empruntées au tennis, au lawn tennis par exemple. Maintenant, le volley aussi, oui. Sauf que dans le beach volley, la logistique n'est pas aussi exigeante. Tout à fait raison. Dans des conditions indoor, dans des conditions outdoor, qu'on soit dans un contexte de plage ou comme on le voit justement du côté du Congo, ou en pleine ville, on peut créer en pleine zone urbaine des conditions de beach volley. Je pense qu'à Paris, il y a eu des spectacles comme cela. On le fait déjà aujourd'hui avec la natation.
C'est-à-dire il y a des logistiques qui peuvent permettre à ce que quand on veut faire des activations qui soient marketing ou bien on veut faire promouvoir une discipline, qu'on la déporte très loin de son cadre initial. Par exemple, en France, il y a des sports qui se développent comme le foot golf. C'est-à-dire qu'il y a un mixage comme ça. Donc, dans ce sens, une discipline comme le beach volley qui n'a pas besoin de snow volley carrément. Voilà. Et le Cameroun justement ça a représenté lors de la Coupe du Monde de snow volley. C'est-à-dire que une discipline qui ne vous demande pas une grande logistique ou bien alors qui vous exige une grande ingéniosité dans la mesure où on peut la déporter de son contexte initial pour des campagnes de promotion. Ça devient facilement praticable. Donc pour revenir au cas du beach volley, je pense que la politique de démocratisation de la pratique du volley, ça c'est l'objectif. Avec un outil, je le prends comme ça, un élément marketing qui peut être le beach volley au Cameroun. Je pense que la stratégie qui est celle de la fédération n'est pas d'en faire des méga stars, mais de pouvoir diffuser le volleyball de partout au Cameroun. Quitte en touchant plusieurs sensibilités. Moi je pense que c'est quelque chose d'assez louable et surtout il y a une dimension, il y a un côté divertissement, il y a un côté toute activation qui peut être assez intéressant, que ce soit pour les marques, que ce soit pour la FECA volley. On a parlé tout à l'heure de l'entertainment, on a parlé de la promotion, de la démocratisation. Moi, je vais parler avec toi de la commercialisation. Yolène, tout à l'heure, dans son reportage, il parlait de 400 millions de dollars en termes de chiffre d'affaires que génère ce sport à travers le monde. Mais en Afrique, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir tirer notre épingle du jeu et pouvoir commercialiser et rentabiliser justement grâce à ce sport qui, il faut le dire, est très tropical quand même. Tu sais, Franck, il faut que je redéfinisse un peu. La valorisation, c'est la mise en avant d'une valeur reconnue. Tout à fait. Donc il faudrait déjà qu'il y ait la valeur, il faudrait qu'elle soit reconnue, et c'est seulement après qu'on peut la valoriser. Donc dans valorisation, on parle maintenant de la mondialisation, de vendre en fait, tout à fait. Le modèle. Donc je pense que pour l'instant, tu as parlé de 400 millions, mais pour l'instant, on est sur la première phase qui est création de la valeur. Bon, on a l'impression qu'on est sur une autre phase parce que elles ont passé un tournoi et s'apprêtent à c'est vrai, non, on n'en est pas encore là. On n'en est même pas encore à la phase de reconnaissance, selon moi, dans tous les cas. On est vraiment dans la phase de création de la valeur. Tout à fait. Maintenant, la mise sur pied d'un certain nombre d'infrastructures, parce que je me souviens, il y a une époque à Douala, dans le Cameroun, où on a les maires ont fait construire plein d'anneaux de basket. Et logiquement, on a vu plein de jeunes qui sont sortis de la rue, ils ont joué au basket. Mais après, c'était l'entretien de ces anneaux, c'était l'entretien de ces stades, c'était le suivi de tous ces enfants qui se sont déportés peut-être du football vers le basket. C'est vraiment tout un ensemble. Donc pour l'instant, on n'est pas à l'étape de valorisation, je pense pas. On est là, création de la valeur et seulement après, les choses vont aller petit à petit. Tout à fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être rester dans le domaine de la valorisation, mais cette fois-ci dans les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la stat de la semaine. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, la stat de la semaine. Eh bien, il faut dire quand même qu'en termes de stats, dans une étude dévoilée par l'Observatoire français du sport business la semaine dernière, on découvrait justement les footballeurs africains les plus cotés. Et on y retrouve quand même pas mal les anciens ballons d'or, c'est logique, le ballon d'or actuel. Et on s'est rendu quand même compte qu'il y avait certains footballeurs quand même qui se comportaient plutôt bien. Et avec ces statistiques justement que nous propose donc l'Observatoire français du sport business, qui justement a à sa tête quelqu'un qui était avec nous la semaine dernière, il s'agit de Vincent Chaudel, qui nous propose donc ces statistiques. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, Mohamed Salah qui est vraiment en tête. Et moi, en fait, ce qui m'a marqué, les gars, et je voulais qu'on en discute, c'est que dans cette statistique, dans le top 10, 4 Égyptiens y figurent. Comment est-ce que vous expliquez justement cette ultra-domination, dirais-je, des pharaons dans ce ranking? Je commence peut-être par Tatou. C'est peut-être toi le plus digital, parce qu'il faut rappeler quand même que de toutes nos agences,
il faut à tout seigneur, tout honneur, sur les réseaux sociaux, Tattoo Vibes est l'agence qui est la plus suivie. J'ai fait ma petite étude. Et l'agence qui est la plus suivie justement sur les réseaux sociaux, ça veut dire quand même que tu es pas mal digital, franchement. Et comment tu expliques la présence des Égyptiens justement, cette ultra dominance? Écoutez, il faut comprendre que en Égypte déjà, c'est un pays assez développé par rapport au pays du sud du Sahara. Ouais. Donc il y a certaines valeurs qui sont quand même propres à la religion musulmane, c'est-à-dire on a ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que quand vous allez voir Mohamed Salah par exemple, quand Mo joue, c'est pratiquement toute l'Égypte qui est dehors. Donc à ce moment-là, ça fait que il est suivi. Et puis après, vous savez, quand vous voyez, contrairement à d'autres religions, je ne vais pas tirer sur une religion ou quoi que ce soit, mais contrairement à d'autres religions, quand vous allez voir, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux à une époque où Sadio Mané finit un match avec Liverpool et directement il va à la mosquée faire le ménage. Donc vous voyez, c'est parleur, ça touche, et pour un musulman qui voit un gars aussi haut en termes de Starmania, de sous et tout ça là, faire ce genre de truc là, ça parle. Donc ils sont suivis pour être des exemples. Donc je pense que ça peut expliquer en partie, ça peut expliquer pourquoi les gens de l'Afrique du Nord, qui déjà, il faut préciser, en termes de développement économique et numérique, sont très loin par rapport à l'Afrique subsaharienne. Et quand évidemment vous avez les enfants de l'Afrique du Nord qui sont au plus haut niveau en termes de sport. Footballeurs, par exemple, ça se suit. Mais il y a un élément très important qu'il faut reconnaître aussi. Ouais. Il y a les agences derrière. Ouais, quand même. Vous comprenez? Ouais. Moi, je vais faire une confession. J'ai signé un contrat enfin, j'ai signé des contrats, mais il y a un footballeur camerounais qui joue en équipe nationale aujourd'hui. Quand vous dites au footballeur, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, lui ne voit pas trop ça. Il voit plutôt combien il va dépenser, 500, 600, 700, 800 000 en boîte de nuit avec ses copines et ses amis. Il ne pense pas à l'image qu'il peut véhiculer derrière. C'est un peu embêtant. Vous voyez un peu. C'est vrai que ce qu'on constate, j'ai parlé tout à l'heure de 4 joueurs, mais justement dans ce ranking que nous a proposé justement l'Observatoire français du sport business en partenariat avec Digital Sport Africa, je parlais de 4, mais c'est plutôt 5 Égyptiens. Et c'est vrai que l'Afrique du Nord et tout, mais on ne voit pas de Marocains. On voit 5 Égyptiens, Abou Treika, El Neni, Ramadan, Mossala, et puis même des joueurs quand même qui ne sont véritablement, dont on n'évoque pas. Mido, par exemple. Ils sont en tête. Ça veut dire quand même que le social media a pris quand même le pouvoir du côté de l'Égypte. Je rappelle que dans un classement mondial publié dernièrement, toujours grâce à nos confrères de l'Observatoire français du sport business, c'est vrai que ce ne sont pas eux qui ont fait l'étude, mais ce sont eux qui ont publié. On apprenait que le club Al Ahly du Caire est le 2e club le plus suivi au monde après le Real Madrid. Ça veut dire quand même que l'Égypte a apprivoisé le social media. Oui, il y a 2 éléments qu'il faut tenir en compte. Peut-être ça peut être exact à quelques exceptions près. Il y a d'abord la culture. Tout à fait. Pourquoi la culture? Je pense que en termes d'études aussi, il y a une agence du Bleu Nom qui a fait aussi une étude en 2014 pendant la Coupe du Monde au Brésil. Le taux d'interaction sur un match de football pendant cette Coupe du Monde, classé en tête du pays africain qui interagit avec l'Égypte, il y avait le Ghana. En termes d'engagement sur les réseaux sociaux, il n'y a que le niveau de célébrité du club, le nombre de sympathisants, le nombre de followers du club, le pouvoir marketing du club a une influence. Maintenant, la population aussi de ce pays-là. Il faut dire qu'en Égypte... Oui, pour y avoir vécu quand même l'Égypte, le football c'est le pays, mieux qu'une religion. C'est le pays, sinon l'un des pays les plus
peuplé en Afrique. Tout à fait. La population du Caire simplement 90 dépasse millions, que la 90 millions population d'habitants, de la zone Samak. Tout à fait. Ça veut dire que si vous avez une idole qui s'appelle Mo Salah par exemple, qui... Il faut dire quand même que la plupart de ces joueurs ont joué justement dans le national El Ali du Caire, en dehors de Mo Salah qui lui a joué du côté d'Arab Contractor. Exact, c'est-à-dire qu'il y a premièrement une assise populaire Tout qui à sont fait. déjà développées dans leur pays. Ce que vous avez remarqué, c'est que la plupart des joueurs qui sont suivis dans les réseaux sociaux, peut-être excepté Cristiano Ronaldo, dans le top 5, dans le classement, la plupart viennent des pays où il y a une forte densité. Tout à fait. Vous avez Neymar, le derrière Brésil. Neymar, et le Brésil, c'est 350 millions d'habitants par là. Messi. Vous avez Messi, l'Argentine, c'est ça, pas très c'est- loin de ça. Ouais, c'est Maintenant, il joue dans quel club? Dans les clubs les plus exposés au monde. Dès que j'ai dit deux éléments, et puis donc à l'autre élément qui viendra, c'est la capacité des équipes de management, des équipes à qui sont fait, derrière tout à fait. les joueurs à travailler cela. Il faut dire que au-delà du fait qu'on va faire des checking, on va chercher parce qu'on est peut-être soit fan de Liverpool, soit citoyen égyptien, on va faire des recherches pour s'affilier à la marque entre guillemets Mohamed Salah. Il y a que pour ceux qui ne sont pas égyptiens ou qui ne supportent pas le Liverpool par exemple, Comme moi par ils exemple. peuvent être Moi je suis exposés. bien fan de Mohamed Salah. Ils peuvent Je être suis pas égyptien. exposés soit aux médias traditionnels qui Tout à fait. diffusent les matchs, soit au travail des agences qui peuvent inciter les gens à aimer les pages. Donc je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui peut être intéressant. Mais par contre, pour ce qui peut, la leçon pour les joueurs en Afrique, il faut qu'ils comprennent justement que quand on est un méga star, on doit travailler Justement sur sa l'image. réputation. Voilà. Parce que je pense que c'est les top sponsors, c'est les top joueurs qui ont des meilleurs contrats de publicité dans le monde, ont quelque chose de particulier, qui sont aussi les joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Et il faut dire justement, Yves, que, et ça, Tato avait déjà commencé à l'évoquer, les joueurs africains ne sont véritablement pas très valorisés sur le continent africain. Je me souviens de cette conversation téléphonique qu'a eu Martin, qui va nous proposer très bientôt une chronique dans le cadre de cette émission qui s'appelle La Bourse des Valeurs, où le joueur lui faisait clairement comprendre que son manager a interdit qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Et qu'est-ce que Martin fait? Il appelle le manager et le manager ne sait pas pourquoi il a demandé au joueur de ne plus publier sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, le joueur ne publie plus sur les réseaux sociaux depuis pratiquement un an. Et je rappelle quand même que c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat camerounais actuellement. Et il n'est pas présent parce que son manager ne sait pas pourquoi il lui a dit de ne pas publier sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas parce que quelque part, les joueurs ne sont pas assez valorisés également, ne s'auto-valorisent pas et ne sont pas également assez valorisés sur le continent africain? Répondre directement à cette question, c'est faire passer ce manager pour un incompétent, mais je pense pas que ce soit là vraiment le fond. Dans ce domaine-là. Oui, Oui, parce qu'il faut quand même avouer qu'on n'a pas beaucoup de managers quand même qui sont formés en Afrique, Voilà. justement. Il faut être assez rigoureux comme Yannick. Tout à fait. Peut-être dans ce domaine-là. Non, dans ce domaine-là, on n'a pas beaucoup quand même. Quand on a fini avec Sport Business Squad, c'est difficile d'en trouver après des gens qui... Je préfère ne pas tirer sur lui, mais je vais aller plutôt sur l'angle dans lequel ils l'ont dit tout à l'heure. L'aspect social, parce que même la rentabilité se veut aussi un peu sociale, parce qu'il y a la rentabilité économique, vraiment le business, j'ai gagné, mais il y a une rentabilité sociale où c'est mon apport pour la société. Et si vous voyez, vraiment, on parlait d'Égypte, au-delà du club, au-delà du joueur, au Cameroun, ici, on a Eto'o et plein d'autres. Visiblement, on parle plus d'eux, parce que quelque part aussi, ils ont posé beaucoup d'actes sociaux. Ils ont donné de leur personne. Ils ont contribué à des projets. Donc, au-delà de la mise en avant du joueur, précisément, qu'est-ce que le joueur, en dehors marquer des buts, a fait pour qu'on parle de lui? C'est pas parce qu'il marque simplement des buts que forcément la télé devrait s'intéresser à lui. Quand on voit le système européen, on voudrait toujours voir au-delà on va dire, de ton excellence sportive, que tu sois quelqu'un qui ait un certain nombre de valeurs. Je le reprécise, Tato et Francis l'ont dit. C'est des gens assez humbles. Mohamed Salah et Sané. Donc, c'est tout ça qu'on veut voir pour que les gens s'intéressent à toi et les gens te suivent, moi, je pense. Oui, tout à fait. Oui, Tato, peut-être un dernier mot sur la question. Oui, en fait, je vais continuer dans le même sens que Yves. Vous savez, par exemple, il y a une logique dans les pays anglo-saxons, principalement aux États-Unis. Vous allez voir la plupart des gars qui jouent en NBA, en NFL, ou je sais pas trop quoi. Il y a ce qu'on appelle la politique de giving back. Tout à fait. Tu vois, quand tu rentres dans la communauté, tu fais les dons
dans les orphelinats, dans les écoles, tu incites les jeunes à faire. C'est comme Mohamed Salah, il a fait justement. Voilà, il crée des écoles dans sa zone d'origine. Et forcément, parce que les gens ne suivent que les leaders, les gens ne suivent que les positifs, les gens ne suivent que les role models. Donc si tu n'es pas un role model, on ne te suit pas. Tout à fait. Donc, ce que nous demandons Il suffit pas de marquer. Oui, c'est vrai, quand on regarde la plupart des joueurs justement qui sont dans ce top 10, il y a Samuel Eto'o qui a une fondation, il y a Aubameyang qui a une fondation, Didier Drogba pareil. Vous comprendrez que ce que nous aujourd'hui on demande aux jeunes sportifs africains, c'est de pouvoir devenir des role models. Ça ne pas seulement se contenter à faire la fête dans les boîtes de nuit, aller dans les stades. C'est l'image qu'on a du sportif. C'est justement l'image qu'on a du sportif, du footballeur en particulier au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Donc il faudrait qu'ils apprennent à devenir des role models. C'est ce que nous demande. Alors, on a parlé du football masculin, on va parler également du football féminin, puisque vous le savez, la semaine dernière, on célébrait la journée internationale de la femme et on se prend juste après cette transition. Alors, avec votre permission, on va aller du côté du Texas, aux États-Unis, pour prendre quand même quelqu'un qui a un bon background. Il faut dire qu'elle a été internationale camerounaise, elle a joué dans l'équipe nationale du Cameroun, elle a un PhD, elle est justement actuellement en PhD justement en management du sport. Elle est la fondatrice également de l'association nationale des footballeuses du Cameroun. Elle a roulé sa bosse au Cameroun, au Nigeria et également dans le championnat professionnel américain. Elle s'appelle Yvonne Bala. Elle est donc déjà connectée, d'après la régie, elle est déjà connectée avec nous justement depuis le Texas. Alors moi Yvonne, déjà bienvenue sur le plateau. Et la première question que j'aimerais te poser, et je le disais tout à l'heure, on célébrait donc la journée internationale de la femme la semaine dernière. Et on s'est rendu compte quand même que le sport, bien qu'il y ait eu quand même pas mal d'événements sur le continent, mais le sport féminin en Afrique est toujours à la traîne. D'après toi, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Bonsoir Ghislain et toute l'équipe, merci de m'avoir. Je dirais que c'est vrai que le sport féminin à la traîne en Afrique et ce qui justifie l'insuffisance d'investissement. C'est d'abord un manque de volonté politique. Et quand je dis politique, pas politique politicienne, mais je parle de la gouvernance du sport. C'est-à-dire, quand on regarde un peu plus près, on voit que financièrement, les gouvernants ne s'investissent pas financièrement en sport féminin et ça fait que l'athlète ou alors les sportives africaines se préparent moins bien et puis les résultats ne vont pas suivre. Un tout petit exemple banal peut-être, je me souviens à la dernière Coupe du Monde au Canada, les Lions ont gagné la Suisse. Mais maintenant, si on veut vraiment regarder et le classement et le nombre de matchs que ces deux nations ont joué après ces Coupes du Monde, là, on verra que c'est vraiment pas à comparer. Et puis, la Suisse a déjà beaucoup évolué parce que ils sont restés beaucoup dans le sport de haut niveau. Ils ont joué beaucoup de matchs amicaux, beaucoup de matchs de haut niveau. Et puis, les nôtres... je dirais que nos gouvernants ont dormi sur nos lauriers et puis voilà, à peine si, je ne sais pas si vraiment l'équipe de 2015 a déjà joué 10 matchs de haut niveau, je ne crois pas, je doute vraiment. Bon, donc le manque d'investissement est vraiment dû à un manque de volonté politique et c'est ce qui est déplorable et c'est ce qui nous laisse à la traîne, je dirais. C'est le manque d'engagement et puis de volonté politique. Merci, très bonne question. Alors Yvonne, il faut dire quand même que si on prenons un peu le cas justement du football, il faut rappeler que la FIFA aujourd'hui a versé aux équipes africaines une somme équivalente à 280 millions justement pour préparer la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en juin du côté de la France. Est-ce que tu penses que c'est suffisant justement pour améliorer la performance? Dans le passé, il y a même les meilleures nations au monde
s'entraîner et puis se préparer avec moins. Donc, merci déjà à la FIFA qui a vraiment amélioré ces taux-là. Et puis, comme la présidente le disait hier, que non seulement ça peut aider à la bonne préparation, mais ça peut aussi être utilisé pour le développement du championnat local. Et c'est ce qui va même encore beaucoup plus booster les bonnes performances à l'équipe nationale. Donc, point blanc, on dira que oui, cet argent est suffisant pour que nos joueurs soient mieux préparés. Mais seulement, moi, je déplore quelque chose, c'est que dans le management du football féminin au Cameroun, on semblait un peu tuer la poule aux œufs d'or. C'est une équipe qui a déjà beaucoup prouvé qu'elle peut, si elle est bien encadrée. Mais voilà que des 3 nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, il n'y a que 2 qui semblent suivre le reste du monde. Et puis elles jouent des matchs pendant les périodes de FIFA. Mais la satisfaction que j'ai, c'est en suivant le coach encore hier qui était satisfait du programme de préparation. Donc on leur souhaite beaucoup de chance et on se dit on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance. Et puis, à la fin, je dirais que oui, les 280 millions sont largement suffisants et ils peuvent vraiment nous aider. Parce que si on regarde la préparation de 2015, ça a été fait en moins que ça. Donc voilà, bonne chance au coach et à son équipe. Et aussi si on peut éviter d'avoir des effectifs pléthoriques pour la Coupe du Monde, et là on dépensera moins et puis tout sera consacré sur les joueurs eux-mêmes, le staff et puis les dirigeants qui sont vraiment importants. Yvonne, pour ressortir justement de cet entretien, en guise de perspective, que faut-il faire justement pour améliorer l'impact et la considération de la femme dans le monde du sport, selon toi? En guise de perspective, je dirais que c'est l'éducation qui va beaucoup aider. Parce que si nos gouvernants peuvent comprendre que la femme est déjà capable et prête à participer surtout efficacement dans l'amélioration et le développement du sport dans le monde, ça va beaucoup nous avantager. N'oublions pas que la féminisation des métiers améliore les conditions de travail. Et avec la perspective des femmes, le travail est souvent un peu mieux fait que quand il n'est dirigé que par un genre. Donc, je vais peut-être me répéter, mais je dis il faut sensibiliser, faire comprendre au reste des décidants que la femme est déjà prête, elle est déjà capable. Regardons un peu tout autour de nous. Il y a des femmes qui sont présidentes de fédération et qui le font très bien. Il y a des femmes qui sont des coachs qui gagnent des Coupes du Monde. Il y a des femmes qui sont des coachs qui gagnent des Coupes d'Afrique. Il y a des femmes qui sont des coachs et qui gagnent des Coupes d'Afrique. Donc la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, la Coupe des autres continents a déjà été gagnée par une femme. Donc, et elles sont prêtes. Elles ne demandent qu'à être mises à la tâche. Donc, voilà. Ma réponse est nette. Il faut leur donner leur chance. Elles sont déjà prêtes. Il faut sensibiliser les décidants et savoir que la femme, la perspective de la femme sera bénéfique pour l'amélioration du sport dans le monde. Voilà. Merci beaucoup à toi, Yvonne Mbala. Je rappelle donc que tu es ancienne internationale camerounaise. Tu es également spécialiste justement dans les questions de sport management. Tu es basé du côté des États-Unis. Tu es justement chargé de cours à la Texas Women University. C'est du côté des États-Unis, j'y suis enfin. Et également la fondatrice de l'Association nationale des footballeuses du Cameroun. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des
cerveaux comme ceux-là, justement, qui sont dispatchés de par le monde. On a pu te dégoter quand même. Ce n'est pas évident à travers ton emploi de temps. On rappelle justement que tu es également dans le comité d'organisation des compétitions de basketball du côté des États-Unis et que tu es également arbitre de football et également coach. C'est dire que le Cameroun a quand même des talents, les gars. Et justement, contrairement à ce qu'on pense justement de la femme dans le domaine du sport, il y a des talents, mais qui ne sont pas parfois valorisés, justement. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait des footballeurs. Il faut des politiques de mise en avant. Tout à fait. Il n'y a pas eu de valorisation. Il y a de la valeur. Maintenant, il faut une reconnaissance. Et puis après, il va falloir les mettre en avant. Si Yvonne, de par son parcours, peut être justement un modèle. Il faudrait qu'elle se mette beaucoup plus en avant, ou alors qu'elle confie à Homeco, Six Sports, je sais pas trop quoi, son image, pour qu'on puisse valoriser, optimiser la visibilité sur les activités qu'elle mène, parce que vous voyez au travers ses interventions, elle est assez calée, elle sait de quoi elle parle. Tout à fait. Et quand vous lisez son CV, là, ça dit encore beaucoup sur la personne qu'elle est, ou alors sur le cerveau. Elle a un MBA justement en sport management. Elle a un bachelor en business administration et justement elle est en train de préparer justement un PhD en sport management. C'est pour une ancienne sportive. C'est rare quand même. Vous comprenez que c'est même un plus parce qu'aujourd'hui on a l'impression que beaucoup de sportifs abandonnent l'école. Tout à fait. Et puis après le sport ils n'ont rien à faire. Vous voyez un peu. Donc ça peut aussi aider qu'elle arrive à pourquoi pas revenir au Cameroun, faire des masterclass ou tout à fait. Tracer le chemin pour ces jeunes sœurs, tout à fait. Donc ce serait bien pour elle. Alors les gars, justement, on en discutait tout à l'heure avec Yvonne Bala, le sport féminin en Afrique, ça coince. Pourquoi ça coince? Pourquoi ça coince? Je me référais à ce qui se fait à l'international. Je pense qu'il y a une conférence qui se donne du côté de la France, peut-être organisée aussi par l'Observatoire français du sport business. Ils avaient un magnifique intitulé qui était le sport féminin, une start-up. Je pense que c'est un thème qui en dit long. Et après, il ne faut pas que les gens pensent, aient l'impression que le manque de reconnaissance de certains talents, ce qui concerne du sport, est typiquement en Afrique. Je pense que les États-Unis l'ont moins. Parce qu'à ce niveau, je dis quand on fait des analyses, il faut les faire dans un contexte bien culturel. Précis, tout à fait. C'est-à-dire que quand on évalue la culture d'un pays, d'un État, il y a des indicateurs qui peuvent être de l'ordre du power distance, qui peuvent être des inégalités hommes-femmes, qui peut être de l'ordre de l'indulgence, qui peut être de l'orientation à long terme. Ces indicateurs permettent justement de pouvoir comprendre, de pouvoir donner une réponse scientifique à ce fait. Maintenant, si on revient au Cameroun, on va se rendre compte que la culture africaine apprend à valoriser le talent féminin. C'est quelque chose d'assez importé. Notre culture essentiellement machiste nous fait renvoyer les femmes à des tâches ménagères par exemple. Donc les accepter en politique, c'est dire quelque chose. Je pense que pour revenir au sport, il y a quelque chose de fondamental qu'elle a dit, dans la mesure où il parle de volonté politique. Tout à fait. Maintenant, si on veut que le football féminin, le sport féminin de façon générale dans le monde, soit développé, il faut d'abord que des féministes, je ne veux pas dire des femmes, des féministes, gagnent la bataille politique, puisque c'est dans la politique qu'on définit tout. Dès lors qu'elles seront plus engagées politiquement, elles auront plus de poids et plus d'influence sur le plan économique. Et sport sportif, il faut rappeler quand même que la secrétaire générale justement actuelle, il faut aller dans le politique, la secrétaire générale actuelle de la FIFA, c'est une femme, c'est une Sénégalaise. Et il faut rappeler qu'elle vient d'une organisation politique qui s'appelle justement l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et donc, c'est peut-être la bonne démarche. Oui, c'est la bonne démarche. Mais après, il faut qu'on se comprenne. Une femme
n'est pas une féministe. Tout à fait. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. On peut être une femme et ne pas être sensible à l'idée selon laquelle la femme doit prendre l'ensemble des décisions. On peut se considérer comme une curiosité, comme un extraterrestre, comme quelqu'un d'assez nanti sur le plan du talent, et par conséquent on ne s'identifie pas comme femme. Tout à fait. Pour qu'on défende la cause féministe, il faut d'abord qu'elle soit capable d'admettre l'inégalité. Tout à fait. C'est dans ce sens que le combat prendra. C'est vrai que la terminologie, le sport féminin, une start-up à tout son sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit expliquer, c'est quelque chose qu'on doit promouvoir, c'est quelque chose qu'on doit encadrer. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on passe, je pense que si on a déjà vu accepter des femmes courir, faire le 100 mètres, on les a acceptées dans le tennis, on commence à les consacrer dans le football. Maintenant, il faut simplement que les politiques suivent. Ouais, pour que ça arrive, c'est au sommet de la hiérarchie. Il faut infiltrer les cercles de décision. Si on veut défendre la cause féminine, il n'y a que des féministes pour la défendre. Tout à fait. Plus il y a des féministes au pouvoir, plus la cause féminine sera mieux défendue. C'est vrai que parlant de féminisme, ça me permet, une fois n'est pas coutume, d'adresser justement des salutations à une féministe camerounaise qui est établie du côté de Dubaï. Elle s'appelle Emilienne Golepna, justement, qui est une fidèle téléspectatrice justement de ce programme. Et moi, j'évoquais tout à l'heure avec Yvonne le fait quand même que la FIFA est drastiquement augmenter sa dotation. Il faut rappeler quand même qu'en 2015, on est à des années-lumière de ce que la FIFA a proposé cette année. Mais quelque part également, est-ce que cela ne peut pas être dû au fait que, je rappelle que 2 tiers des tickets, des tickets d'entrée, justement, des billets d'entrée de la Coupe du Monde ont été vendus en France. Ça, quand même, c'est un record. Il faut rappeler qu'il y a des matchs aujourd'hui qui vont se jouer à guichet fermé, notamment France, France-Nigeria. Est-ce que ça ne peut pas également expliquer justement le fait que la FIFA ait décidé d'augmenter l'enveloppe de préparation des équipes? Peut-être avant Yves, simplement dire que il y a aussi quelque chose que tu as souligné, qui peut être un argument, c'est que c'est une femme qui est âgée. Tout à fait, voilà, et c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Et c'est dans ce cadre justement qu'on discute des questions budgétaires. Tout à fait. Et est-ce que ça n'a pas joué? Enfin, moi, je veux dire, est-ce que ce n'est pas le fait quand même que la France, il faut rappeler que la France aujourd'hui, la Coupe du Monde en France est annoncée quand même comme l'une des plus belles et surtout l'une des plus rentables Coupes du Monde qu'on ait connues justement du côté de la FIFA cette année. Et justement, moi, je voulais mettre l'accent sur ce point, la rentabilité. Tout à fait. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quelques années de cela, ce n'est pas forcément parce qu'il y avait moins de féministes, c'est pas forcément parce qu'on ne reconnaissait pas la valeur, mais c'est aussi parce que celui qui a le dossier investissement dans ses mains, lui, veut se faire de l'argent. Tout à fait. Il veut se faire du profit. Et tant que lui, on ne lui explique pas que c'est 1 + 1 vont faire 2, vous avez beau être féministe, vous avez beau être tout ce que vous voulez, lui, il veut être rentable. Donc, je pense que les valeurs existaient déjà, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, parce que on va pas me parler de féminisme quand on a une Bango qui a été championne de triple saut. Qu'est-ce qu'il faut au gouvernement de plus pour montrer que les femmes sont capables? Je pense qu'on a tellement d'exemples concrets, vraiment, qui montrent que les femmes sont capables. Le manque de volonté, je dis non, mais je dis quelqu'un ne voit pas. La dernière équipe, justement, au Cameroun, pour parler du Cameroun, la dernière équipe à avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations, justement, c'est une équipe féminine, de volleyball, qui a battu justement une équipe du Kenya qui était 9 fois championne de la discipline. La vérité, c'est que là, c'est même dans une sphère, on va dire quoi, macro. Moi, je veux vraiment ramener ça du terre à terre. À l'époque, quand j'étais jeune, j'étais dans un club de basket junior. On s'entraînait avec les filles de l'UNGS, qui sont de très 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 bonnes basketteuses. Ouais, ça c'est vrai. Très très bonnes basketteuses. Alors, on ne peut pas me parler aujourd'hui que manque de volonté. Non, tout le monde sait qu'il y a de la valeur chez les filles. Mais c'est que pour l'instant, il y a d'autres qui ne se voient pas gagner de l'argent. Pour l'instant, il y a d'autres qui ne voient pas comment justement multiplier cet argent en investissant sur elles. On appelle ça la zone de confort. Ils sont déjà dans une certaine zone de confort avec les hommes. Du
du coup, il ne faut pas prendre le risque de quitter de cette zone sûre. Oui. Tout à fait. Juste pour repréciser. Oui, tu vas repréciser, tu ressors justement par les perspectives et les propositions. Ok, d'accord. Pour repréciser certaines choses. Dans le sport, je veux dire, la question de rentabilité elle peut être évidente, elle peut être échelonnée. Effectivement. Ok, maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un accepte d'investir sur la cause. On investit sur une cause. Tout à fait. Ça veut dire que mais il faut dire que qu'on décide d'investir sur le foot féminin, sur le sport féminin ou sur le sport masculin. De toute façon, nous sommes dans un siècle d'hyper compétents. Tout à fait. Donc je pense que les gens qui décident ont un raisonnement scientifique qui peut leur permettre de rentabiliser leur investissement à un auteur qui les convient. Maintenant, il faut qu'ils intègrent, il faut qu'ils partagent la cause. Tout à fait. Simple, il y a eu un grand débat pour parler du tennis quand il fallait donner aux femmes et aux hommes le même prize money pour les compétitions, pour les grands chelems. Oui, pour les grands chelems. À ce niveau, on est d'accord que un Serena Williams, Sharapova, Philippe Chatrier, c'est le même ticket vendu, même le ticket vendu. Même que ce soit Roland Garros, que ce soit. Justement, Philippe Chatrier, c'est Roland Garros. Maintenant, que ce soit cette affiche-là, que ce soit celle de Roger Federer Nadal, ce même nombre de tickets vendus. C'est évident qu'on a des spectateurs. Maintenant, il faut que des conservateurs s'approprient la cause du sport féminin. Donc, la question de la rentabilité pour ce niveau-là peut être balayée. C'est ça que tu parlais justement qu'il y a une question de cause. Je suis féministe, je pense qu'on peut faire un débat sur l'égalité homme-femme. Donc maintenant, en termes de perspective, je suis par là juste dire qu'il faut simplement qu'on comprenne que le sport féminin est autant attractif que le sport masculin. Est-ce qu'on a besoin nécessairement aussi de l'utiliser pour envoyer un certain nombre de messages. Et bien évidemment, il y a bien évidemment des marques qui sont capables de pouvoir soutenir ce football-là. Je vois tout ce qui se fait de mieux en termes de cosmétiques, tout ce qui se fait de mieux en termes de cuisine. Je pense que si une femme joue, c'est évident que la cible prioritaire peut ne pas être des femmes, mais il y aura une grande partie des femmes. Par conséquent, ils peuvent soutenir des messages sur des opérations commerciales à la destination des femmes aussi. Tout à fait. Il faut dire quand même que les femmes, justement, elles jouent dans les mêmes enceintes que les hommes. Il faut rappeler que le record, il y a un record, justement, qui a été battu au Cameroun lors de la CAN féminine 2016, à savoir 45 000 spectateurs sur 5 matchs d'affilée. On n'avait jamais vu ça avant, justement, dans une compétition de football féminin. C'est parce que, justement, aujourd'hui, les stades, quand même, permettent cela. Et puisqu'on parle, justement, de stades, on évoquera tout à l'heure, justement, dans le focus de la semaine, les infrastructures sportives. Eh bien, si on parle des infrastructures sportives, les gars, c'est parce que justement, dans un classement publié par le journal L'Équipe, le quotidien L'Équipe, qui est donc un journal français, il faut dire que le Cameroun figure à la 5e place des plus beaux stades qui vont être inaugurés. Quand je dis le Cameroun, il s'agit justement du stade Paul Biya d'Olembe. Donc, il fait partie du top 5 des stades, des plus beaux stades qui vont être inaugurés en 2019. Il faut dire que ce même stade également est classé dans le top 150 des plus grands stades du monde, justement, et ça fait quand même plaisir. Et du côté de Douala, le stade de Japoma, qui aujourd'hui est en train de revêtir justement de sa plus belle robe. Je vais vous permettre justement de faire un tour du côté de Japoma, du côté de Douala. C'est un élément qui est signé Sian Voural.
Alors les gars, je vais jouer mon capitaine obvious, c'est-à-dire mon ultra optimiste. Au vu de ces images qu'on vient de voir, est-ce que le Cameroun n'est pas en train de devenir la première destination sportive en Afrique au sud du Sahara? On rappelle qu'au-delà du stade de Japoma et de Lembe que j'évoquais déjà, le Cameroun a 8 stades aux normes internationales ayant plus de 20 000 places et 26 stades de capacité inférieure à 5 000 places, toutes aux normes internationales. Ça fait en tout 34 stades aux normes internationales qui sont en train de pousser et de voir le jour au Cameroun à l'image justement du stade de Japoma. Et donc je disais, j'ai fait mon super optimiste, ça peut ne pas plaire aux Africains. Est-ce que le Cameroun n'est pas en train de se positionner justement dans le golfe de Guinée comme une destination sportive de qualité? Déjà, ce qu'il faut dire, je suis peut-être camerounais, tout ce qu'on peut dire, le Cameroun est la destination sportive en Afrique. Nous l'avons été et nous le sommes depuis les années 72. Peut-être pas sur le plan des infrastructures, on n'a pas beaucoup été, mais je pense qu'en 72, nous l'avons été déjà. Il faut comprendre que si le vieux stade Amadou Ahidjo qu'on a construit en 72 aujourd'hui. Et le stade de la réunification au stade Amadou Ahidjo, pour rester sur lui, reste encore l'un des grands stades en Afrique. 45 000 places. 45 000 places. Ça c'était avant, maintenant homologué encore, c'est que nous sommes précisément à 40 200 places. Sur les 54 fédérations que compte l'Afrique, je pense qu'il n'y en a pas plus de 10 qui ont ce type de dotation. Ça, c'est depuis 112. Et là, Japoma qu'on voit à l'image, c'est 50 000 places. Maintenant, Japoma qu'on voit à l'image, c'est 50 000 places, entièrement couverts, avec des stades annexes ultra modernes. Le stade Paul Biya sera 60 000 places, je le disais. Il faut aussi dire que les stades de 60 000 places, c'est pas tous les pays du monde qui en disposent. Il faut dire que la Juventus Stadium est à 44 000 places. Pour dire quand même que voilà. Sur ce point de vue-là, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec un ancien camarade qui est diplomate aujourd'hui. Il ne voyait pas la pertinence d'avoir un stade de 60 000 places au Cameroun et qui soit le stade Paul Biya. Il ne voyait pas la rentabilité. Je dis qu'il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, la diplomatie utilise beaucoup de choses. Ça peut être la puissance militaire, ça peut être la puissance économique, ça peut être la puissance technologique, ça peut être dans l'art, ça peut être dans le divertissement. Il y a une discipline qui se développe de plus en plus, la diplomatie infrastructurelle. Tout à fait. Tout le monde, quand on parle de Sydney, on parle du grand opéra de Sydney. Donc, sur le plan marketing, il n'y a pas meilleure image, il n'y a pas meilleur symbole pour vendre Sydney. Tous ceux qui voient Sydney en image, on le représente par les infrastructures. Tout à fait. Paris se vend avec la Tour Eiffel, c'est une infrastructure. Je pense qu'aujourd'hui, le stade Paul Biya, désormais, compte parmi les atouts diplomatiques du Cameroun. Donc, je ne veux pas faire une analyse simplement au niveau du football. En termes d'infrastructure aujourd'hui, quand on veut vendre le Cameroun dans le monde, désormais, on utilise le stade Paul Biya. Maintenant, pour revenir sur le sport, je suis satisfait et je pense que le Cameroun a encore la possibilité de faire mieux. Et je le dis encore, mon rêve à moi, c'est de refaire de Yaoundé et de Douala les capitales sportives dans le monde, telles que Paris, telles que Valence en Espagne, telles que Chicago, et toutes ces grandes capitales comme Rio de Janeiro, comme toutes ces grandes villes du monde qui ont une grande réputation dans le sport. Et je pense que Douala, en termes de talent, en a produit. Yaoundé, en termes de talent, en a produit. Si on parle de Mila, on parle de Antoine Bell, ce n'est que dans les deux villes maintenant. Si on peut avoir des infrastructures d'envergure internationale à Yaoundé et Douala, ce n'est qu'une consécration. Tout à fait. Alors, Tato, 34 infrastructures sportives quand même pour le Cameroun. On rappelle que 3 ans avant, on était à peine à 2 infrastructures. Aujourd'hui, on en a 34. C'est vrai que les travaux sont un peu en arrêt du côté du Nord pour 2 ou 3 petits problèmes de financement. Mais de manière globale, les stades sont là, ils poussent, on les voit. C'est-à-dire que rien que dans la région du centre, on est à 10 infrastructures. Dans la région du littoral, on a 7 infrastructures. Dans la région de l'Ouest, on n'est pas loin de 6-7 infrastructures. Ça promet quand même. Ça veut dire quand même que le Cameroun, à ce niveau-là, quand même, a fait pas mal de pas. En ce qui concerne justement les infrastructures sportives. Je pense que ces infrastructures arrivent à point nommé parce que de quand comme moi pense que c'est même un peu en retard. Mais bon,
c'est déjà mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais, parce que on ne va pas se cacher que les performances je vais citer à partir de 98 par les Jeux de la francophonie au Nigeria, 2002, et puis après 2004, c'était quand même un peu le truc. Les performances des Lions Indomptables ont été un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et puis après, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de relève, il n'y avait pas parce qu'il y avait un manque d'infrastructures, nos enfants jouaient dans la boue, il n'y avait pas. Donc aujourd'hui, si on arrive à construire, depuis, il faut dire que c'est pas aujourd'hui qu'on construit, hein, parce qu'il faut repréciser que c'est depuis quand même 2015-2016 qu'on a recommencé dans la logique de... On a fait dans la logique de construction. La réflexion. La réflexion. L'appendice. Voilà, avec l'appendice. Donc c'est pour moi, c'est une très bonne chose, et je pense que ça va contribuer énormément au développement du football camerounais. Énormément, parce qu'après, vous savez, si le football camerounais gagne en qualité, ça veut dire que ça va aussi forcément gagner sur le plan finance, parce que nous autres, nous pourrons mieux vendre le spectacle sportif camerounais. Donc, je pense que pour moi, c'est une très bonne chose. Pour moi, on a attendu, le Cameroun est prêt le jour, il sera prêt le jour dit. Et je pense que... Alors, Yves, je vais poser la question qui fâche. La question qui va nous sortir justement de cet ultra-optimisme dans lequel on est depuis et tout. Comment faire pour éviter que ces projets soient des éléphants blancs? Parce qu'on sait malheureusement qu'en Afrique, des projets de cette envergure sont généralement des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets qui naissent, qui sont beaux, mais qui ne rentabilisent pas. Comment rentabiliser en fait? Ou à la Guinée équatoriale. Il faut dire quand même qu'en Guinée équatoriale, le problème qu'on a eu également, c'est qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'adéquation densité stade, densité infrastructure. Parce que, au Gabon, oui, parce que lorsque vous avez quand même des stades de 30 000 places dans des villes de 20 000 habitants, il y a un problème. Il y a un problème. Comment on fait au Cameroun pour justement éviter de tomber dans ces mêmes travers? Je vais réitérer ce que j'ai un peu commencé à dire tout à l'heure. Vraiment, la rentabilité a au moins 5 à 6 domaines de définition. Il y a la rentabilité économique, vraiment faire du chiffre. Il y a la rentabilité sociale. Il y a la rentabilité symbolique, pour tout ce qui est l'image de marque. Il y a la rentabilité sportive. Mais je pense que, sauf vraiment explosion d'une médiocrité extrême, je ne vois vraiment pas comment on ne serait pas en mesure, sur le long terme, comme Francis le dit, de rentabiliser tout ça. Surtout que nous, on est dans une... Quand je dis on est, le pays s'est retrouvé dans une logique. Il n'y avait pas d'infrastructure. Moi, je les vois du côté social vraiment comme quelque chose qui va sauver beaucoup d'enfants de la rue. Tout à fait. Ça, il faut le comprendre. C'est que dans le territoire camerounais, il n'y avait plus plein d'endroits de divertissement pour les jeunes. Donc, ça veut dire qu'on les retrouvait beaucoup plus au bar. On a eu la chance avec les salles de cinéma. Donc, vraiment, ces infrastructures sportives Les vidéoclubs. Selon l'angle dans lequel on se place. Donc, ces infrastructures sportives, moi, d'emblée, qui a été sportif dans sa jeunesse, c'est vraiment des éléments phares dans l'éducation des jeunes au Cameroun, parce que les jeunes sportifs ne savaient plus toujours où aller. Je veux terminer avec un point qui est peut-être le sel de trop dans la sauce. Moi, je me pose la question de savoir si ça ne viendra pas diminuer le potentiel de nos joueurs et futurs joueurs africains, parce que je me dis, le joueur qui a évolué dans du sable et de la boue et fournissait 2 à 4 fois plus d'efforts. Mais est-ce que ces stades, ces infrastructures flambantes ne va pas un peu... Non. Alors, il y a 30 secondes vraiment justement sur cette question. Comment est-ce qu'on fait pour que les infrastructures... Moi, clairement, je vous le dis, je vous le dis, on sait déjà que le gros problème qu'on a au Cameroun, c'est que la gestion justement est faite d'abord par l'État.
mais également par des personnes qui n'ont pas forcément la compétence, étant donné la plupart sont formés du côté de l'INJS. Et donc, l'INJS ne forme pas des managers d'infrastructures sportives dans le sens premier du terme. Comment est-ce qu'on fait au Cameroun pour pouvoir justement juguler cette situation? 30 secondes, Yannick, parce que justement, on est presque à la fin, on fait des gros signaux. Déjà, ce qui est intéressant de signaler dans le cas du Cameroun, c'est que nous sommes un pays de culture du football. Tout à fait. Il y a ce lien historique. Il faut dire que ces infrastructures, ce n'est pas que le football, il y a le rugby, il y a l'athlétisme, il y a pas mal de sports qui peuvent être développés. On est d'accord maintenant, restons focus sur le football maintenant. La particularité du projet des infrastructures du football Cameroun, je pense qu'il s'est adossé à une vision politique. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez trois stades d'une capacité de plus de 30 000 places. Non, on a 5 stades d'une capacité de plus de 30 000 places. D'une capacité de plus de 400 000 places dans 2 grandes villes. C'est-à-dire que vous avez la ville Douala et Yaoundé qui est la capitale, avec une population qui se cherche dans plus de 3 millions d'habitants. Vous avez la capitale politique qui est Douala. 2 stades, un stade de 50 000 places et un stade de 35 000 places dans une ville qui a plus de 3 millions d'habitants, tout à fait. avec l'idée que nous avons une équipe nationale qui attire des gens, tout à fait. Qui peut, selon qu'on va organiser le match, soit le jouer à Yaoundé, sur le vieux stade Amadou Ahidjo, le nouveau stade Paul Biya, ou on pourrait le faire à Douala, comme on pourra le faire peut-être au nord pour... à 35 000 places du côté de Roumdé Adja, justement. Donc, la disposition des stades répond à un besoin, à une certaine... le rapport il y a un rapport densité infrastructure. Maintenant, dans les villes dites secondaires, il y a des petits stades, mais sauf que dans chaque région, on a un grand club. Tout à fait. On a un ou 2 grands clubs qui peuvent permettre de facilement faire du remplissage. Donc maintenant, le problème que tu poses reste profond, c'est celui du management. C'est-à-dire comment on fait pour ramener les gens au stade et donc, comment on fait pour gérer le stade pendant l'année, comment on organise l'agenda des lions sur une table pour que on puisse jouer en la saison au minimum une vingtaine de matchs dans 3 stades différents au Cameroun. Tout à fait. Vraiment, on va revenir, je vous le promets les gars, on va remettre ce sujet à l'ordre du jour. Ça c'était juste le focus pour que les gens sachent quand même qu'il y a un truc qui se prépare. Et puis on parlera justement, on se focalisera sur les partenariats publics-privés, les PPP. On en parlera justement avec toi Yves. Pour que les téléspectateurs justement puissent mieux comprendre comment ça se passe la gestion des stades. On évoquera le merchandising et tout ce qui va avec. Mais avant, c'est le quiz. On a 2 minutes, Tatou ne veut pas qu'on parle justement qu'on fasse le quiz. On s'en fout. On dit que tout à l'heure, le quiz va donc porter sur le sport africain. Alors, les gars, rapidement, j'ai 3 petites questions pour vous. La première question, on sait que Françoise Bango a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Dans quelle ville? 2 villes. Les 2 villes dans lesquelles Françoise Bango a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Pékin. Oui. En 2008. Non, faux. Ça va, c'est fini. Pékin en 2008. Oui. Beijing. Et Londres en 2012. Non, une ville où les infrastructures sont devenues des éléphants blancs. Une ville où les infrastructures sont devenues des éléphants blancs. Personne. Il y a la crise économique. En Grèce, Athènes. Super, voilà, enfin il a fallu du temps. Personne ne marque le point parce qu'il fallait 2 villes. Donc c'est Athènes en 2004, Beijing en 2008. Alors les gars, une question, on est dans le football. Alors dites-moi, la 3e nation au classement FIFA de football féminin. La 3e nation. On sait que la première c'est le Nigeria. On sait que la 2e c'est le Cameroun. Donc la 3e c'est l'Afrique du Sud. Super, l'Afrique du Sud. Ah, eh bien, il faut applaudir, il faut être fair play. Il marque le point. La jalousie. Alors, on finit la 3e question. On est dans le sprint, le 100 mètres. Alors, quelles sont les meilleures sprinteuses du continent à l'heure actuelle en matière de performance sur la saison? Elles sont ivoiriennes. Elles sont ivoiriennes. Ce sont les noms. D'accord. Je n'étais pas dans le continent. Super, on a Muriel Aouré. Qui fait le 100 mètres, qui fait le 200 mètres, qui fait également le relais 400 mètres. Et puis on a Marie-Josée Talou. Ah bah ouais, elle fait également le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. Ça me rappelait Marie-Josée Perrin. Voilà, le gagnant de ce quiz est bien évidemment Yannick. On a la deuxième fois, les gars. Alors les gars, on ressort justement 30 secondes pour chacun. Un dernier mot justement, un dernier mot avec lequel on sort. Oui, le 12, je vois, tu fais les grands signes, c'est 30 secondes. 30 secondes quand même.
Tatou, rapidement, 30 secondes, un dernier mot. Ouais, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous appelons les pouvoirs publics à réfléchir sur la gestion des infrastructures sportives qui sont en train de On construire. revient dessus la semaine prochaine. Oui, et parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses. Et puis après, tout ce que nous on cherche à faire, c'est show le know-how. Et puis après, on attend plus que ça, quoi. Alors Yves, un dernier mot. Un dernier mot. Je pense que le Cameroun est prêt. Ouais. Le jeudi. Le jeudi. Non, pas le Pardon, le Cameroun est prêt parce qu'il dispose d'un certain nombre d'outils. Et des matières grises, désormais, Voilà. l'Export Business Squad qui est devenu Exactement. un outil incontournable à la prise de décision Pour aussi. peu que, on va dire quoi, les politiques veuillent bien se rapprocher des compétences. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Je pense que le grand frère Benjamin Banlon qui nous regarde du côté de la FECA Foot sait que Sport Business Squad également peut aider. Et j'ai eu une très bonne réunion avec lui hier. En passant. Tout à fait, voilà. Donc Tatou va gérer ça. Peut-être on l'aura la prochaine fois. Battons pour On la l'aura, prochaine on fois. verra. Alors Yannick, un dernier mot. Oui, juste dire merci à tous ceux qui nous font confiance et tous ceux qui nous suivent Sur les réseaux sociaux, et Ledou est en train d'afficher justement ça. Surtout, les réseaux sociaux. tous nos partenaires qui commencent à nous faire confiance du côté de l'extérieur, au Oui. Maroc, en France. En France, en on était Liga aujourd'hui et aux tout le États-Unis. reste. Je pense On a parlé que, même un peu espagnol. Je pense Voilà. que bien assez tôt, Ouais. notre émission va faire. Ça va se faire une renommée sur le plan international. Tout à fait. C'est Donc notre vraiment, moi je vous dis merci à vous les gars, merci à toute l'équipe qui a participé à l'élaboration de ce programme. Je n'oublie pas le père Mathieu qui était au niveau du cadre. Je n'oublie pas Ledou qui est notre petit magicien qui réalise, c'est notre Joel Embiid. Je pense à William, je pense à Christian Kenyé, à Christian Tamo, à Monsieur Ngomu qui était justement à la supervision générale. Je n'oublie pas toute la grosse équipe Sport Business Squad, Martin Amougou, Marielle Abaté, Yolène Etouké, et puis Raksha qui n'est pas avec nous depuis un certain moment. On espère qu'elle sera très bientôt là. Elle sera de retour au Cameroun, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc vraiment merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, et peut-être, je le dis, c'est vrai que c'est la 3e fois que je l'annonce ici, avec la rubrique La Bourse des Valeurs qui ne veut pas prendre son envol. J'espère que ça va le faire parce que c'est très important aujourd'hui de donner de la valeur aux sportifs africains. Donc nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec le même plaisir et avec le même, la même joie et tout. On reste sport et surtout business.